Mes chers collègues, la séance est reprise et nous recevons Monsieur Thierry Breton, donc ancien commissaire européen au marché intérieur, chargé également de la politique industrielle, du tourisme, du numérique, de l'audiovisuel, de la défense et de l'espace. Et j'ai pas dit le tourisme. Et les médias, j'ai dit l'audiovisuel. Bon, alors voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc nous, ce qui nous intéresse évidemment aujourd'hui, c'est la dimension plutôt numérique et audiovisuelle, on va dire. Et donc je vous remercie, voilà, Monsieur le Ministre, d'avoir pris le temps de répondre à notre invitation. Votre témoignage sera évidemment précieux pour la Commission, puisque vous avez été évidemment au cœur de la mise en œuvre du DSA. Nous allons vous donner la parole pour commencer pour une intervention liminaire d'au plus 10 minutes qui précédera notre échange sous forme de questions-réponses, à commencer par celle de Madame la rapporteure. Je vous remercierai également au préalable de nous déclarer tout intérêt public ou privé qui serait de nature à influencer vos déclarations. Et vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. C'est pourquoi je vous invite à lever votre main droite en allumant votre micro et à dire « Je le jure ». Je le jure. Je vous remercie et vous avez donc la parole pour votre propos liminaire. Bien, merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, donc de m'avoir convié à votre commission d'enquête parlementaire sur TikTok. Donc, en fait, je n'ai pas du tout à dicter à la représentation nationale l'objet de ces commissions d'enquête, mais vous auriez pu le faire également sur d'autres. Hein. Enfin, vous avez choisi TikTok. Je serai moi un peu plus général parce que, d'abord, je voudrais le dire et de façon très, très claire. Peut-être expliquer quel a été mon rôle dans cette démarche. Je dirais escalité. Je rappelle, mais vous savez que la Commission a le pouvoir, parmi les institutions européennes, est la seule institution à avoir le pouvoir de proposer des textes législatifs, directives ou évidemment règlements. Et dès mon arrivée, donc, dans le portefeuille que vous avez rappelé à l'instant, Monsieur le Président, il y a évidemment le numérique. Donc je me suis tout de suite attaché à travailler, d'abord à avoir enfin, et pour la première fois, et je crois que c'est important pour comprendre bien le contexte dans lequel tout ça se déroule, un marché numérique unifié. En effet, vous, certainement au cours des auditions auxquelles vous assistez, vous avez pu vous poser la question, pourquoi avons-nous ce retard? Pourquoi, au fond, n'avons-nous pas des plateformes qui, aujourd'hui, sont celles que nous voyons en Europe, ou en tout cas pas suffisamment et pas assez puissantes? J'ai beaucoup réfléchi à ces questions, y compris avant que je ne sois commissaire, et pour moi, il y a une raison fondamentale. La raison fondamentale, c'est que nous avons, et nous avions, jusqu'à il y a quelques années, 27 marchés numériques en Europe. Les États-Unis avaient un marché numérique. La Chine avait un marché numérique. Je dis ça parce que c'est très important, évidemment, pour le démarrage. Si on refait un petit peu l'histoire, tout démarre au début du siècle, en gros, avec la fin de la vague des supercalculateurs, des mini, des micros, puis l'avènement de l'Internet, puis l'avènement, évidemment, d'interconnexion et l'apparition des données personnelles. Et c'est en se fondant sur les données personnelles, progressivement, que les premières plateformes vont arriver. La première d'entre elles, on s'en souvient, c'est Facebook. Ce n'est pas injure à faire aux créateurs de Facebook, ce n'était pas, comme on dit dans notre jargon d'ingénieur et de scientifique que je suis, ce n'était pas de la rocket science. Ce n'était pas très compliqué de faire Facebook. Maintenant, Facebook est devenu autre chose, mais c'était jamais qu'un annuaire. Bon, un annuaire, mais qui a bénéficié immédiatement d'une profondeur. 330 millions de consommateurs. Et nous, après, progressivement, les choses se sont développées, on a pu commencer à ajouter des services, et c'est comme ça que progressivement, les plateformes se sont développées très vite. Nous, impossible. 27 marchés, 15 langues, 27 régulations. Et donc, c'est vraiment ce qui nous a bloqués. Dès que je suis arrivé à la Commission, je me suis attaché, encore une fois, à cette qualité de commissaire, à proposer aux co-législateurs un ensemble de règlements. D'abord, je n'ai travaillé que sur des règlements. Et j'ai proposé aux co-législateurs des règlements et non plus des directives, de façon à lutter contre cette fragmentation que je viens de décrire. Et donc, j'ai travaillé avec mes équipes sur 5 règlements différents. Le DGA, Data Governance Act, le Data Act, qui permet de savoir à qui appartiennent les données. On est dans cette révolution des données, évidemment, et maintenant de plus en plus importante, la révolution de données industrielles, plus uniquement personnelles, qui va être encore beaucoup plus importante que la vague qu'on vient de connaître. Le DSA,
tout simplement pour organiser la vie sur les réseaux, faire en sorte que progressivement, tout ce que vous avez contribué à faire au cours des décennies, voire des siècles passés, pour notre vivre ensemble dans l'espace physique, soit progressivement transposable, peu ou prou, dans l'espace numérique, y compris toutes les lois fondamentales, y compris la liberté d'expression, je tiens à le dire, parce que c'est un élément fondamental pour nous. En tout cas, ça a été fondamental pour moi qui étais avec mes équipes à l'origine de la création, encore une fois, de la proposition aux législateurs de ces textes. Et puis enfin, le DMA, pour organiser, je dirais, des saines concurrences d'un point de vue économique dans cet espace informationnel. Et enfin, les IACT, pour proposer quelques règles basiques, pas très compliquées, pas très contraignantes, mais de ce qui est autorisé, pas autorisé, ou qui est à risque dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et ces 5 règlements sont des règlements donc, qui ont été ensuite débattus abondamment par nos co-législateurs, amendés. Je tiens à le dire ici, du reste devant la représentation nationale, devant votre commission, Monsieur le Président. C'est des textes qui ont été sans doute soutenus avec le plus grand nombre, la plus grosse approbation de nos co-législateurs. Tous à l'unanimité du Conseil, notre co-législateur qui représente les États membres, et tous, avec moins de 10% des parlementaires européens qui ont voté contre. Vous m'avez bien entendu. Moins de 10% des parlementaires européens qui ont voté contre. Ça veut donc dire que toutes les sensibilités politiques l'ont pratiquement soutenu. J'en entends aujourd'hui qui ont oublié. Et qui... ou alors, je ne porte pas de jugement, évidemment. Loin de moi cette idée sur les parlementaires européens. Enfin, ils ont beaucoup travaillé, parce qu'on a mis beaucoup de temps. Donc ils connaissent parfaitement ces textes. Je le redis parce que ça veut donc dire qu'on a un corpus législatif extrêmement puissant. Ce dont on parle maintenant, c'est sur quoi vous m'invitez à parler, c'est le résultat de notre démocratie. Et il y a très peu de textes qui fondent, encore une fois, les règles de vivre ensemble dans cet espace informationnel, qui ont eu autant de soutien démocratique. 90%, 100%. Alors si je dis ça, c'est évidemment parce que derrière, on a maintenant, et je le redis, enfin, un seul règlement, un seul régulateur, une seule loi. Et on a enfin un marché intérieur digital unifié. Ce qui nous avait fait défaut pour la petite référence que je faisais au début des années 2000. Et donc ça doit permettre à nos entreprises de se saisir de cette formidable opportunité que nous représentons, les 450 millions de consommateurs, évidemment, avec une règle enfin unifiée. Alors dans ce contexte, évidemment, il y a le DSA, et le DSA, c'est notre vivre ensemble sur les réseaux. Alors d'abord, je tiens à le dire, le travail que j'ai fait, c'est un travail, c'est une loi qui est une loi, un règlement horizontal. Je crois que c'est très important qu'on comprenne pourquoi j'ai proposé avec mes équipes une loi horizontale, parce que tout simplement, vous êtes les législateurs, et votre travail, évidemment, ce n'est pas à moi à le dire, mais c'est ce que je constate, évidemment, en tant que également ancien ministre, votre travail est évidemment de proposer des évolutions de lois, des adaptations de lois, des nouvelles lois par rapport au comportement qu'on peut voir, qui n'existait pas il y a quelques années. Donc on a maintenant un cadre qui permet d'agir vite, mais on va pouvoir connecter sur ce cadre des éléments supplémentaires si vous voyez, vous, les législateurs, qu'il y a des éléments nouveaux à intégrer et qui ne seraient pas, par exemple, autorisés, qui devraient être contrôlés sur les réseaux. C'est très important de bien comprendre cet aspect des choses. Je sais que vous le comprenez, puisque vous y travaillez depuis longtemps, mais c'est que vous compreniez la genèse aussi, parce qu'évidemment, on n'est pas dans un cadre figé. On résume souvent le DSA en disant « c'est une loi qui interdit la liberté d'expression ». Totalement faux. Jamais nous aurions eu 90% de soutien, croyez-moi, au Parlement européen, si ça avait été un minimum attentatoire à la liberté d'expression. Et jamais. En revanche, on n'a pas tout prévu. Parce que aujourd'hui, évidemment, tout ce qui est illégal, y compris dans son expression dans l'espace physique, par exemple les propos antisémites, racistes, qui font l'apologie du terrorisme, enfin, etc., que vous avez vous-même déjà, je dirais, régulé, et que vous sanctionnez, que vous demandez au juge ensuite de sanctionner. Évidemment, on peut le transposer. Mais si vous voyez d'autres éléments qui apparaissaient, par exemple, sur le harcèlement, sur des comportements déviants, l'incitation au suicide, tout ce qu'on peut imaginer, qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux, vous avez la possibilité, évidemment, ce que la loi vous offre,
de venir ensuite le plugger, si vous permettez cette expression qui n'est pas belle, mais qui est un peu un anglicisme, mais des lois supplémentaires qui vont ensuite pouvoir trouver l'application sur eux. Alors là-dessus, évidemment, vous m'interrogez maintenant sur TikTok, on va mais je voulais vous donner d'abord ce cadre général pour voir comment on a travaillé. Et je voudrais aussi rendre hommage, si vous le permettez, aux deux co-législateurs, en particulier au Parlement européen. J'ai énormément, évidemment, travaillé sur ce sujet avec mes collaborateurs. Avant de proposer ces textes, on a énormément consulté, je crois comme jamais. On a ouvert des consultations publiques au monde entier, à toutes les plateformes, à toutes les entreprises qui étaient intéressées, à tous les gouvernements qui voulaient nous donner leurs sentiments, aux ONG, évidemment, aux organisations syndicales, et évidemment, au monde académique, de façon à ce qu'ils soient associés à nos réflexions. Et puis après ça, bien sûr, c'est notre rôle, on a tranché, on a proposé. Le Parlement s'est emparé de ces sujets, et je tiens à vous dire qu'au Parlement européen, j'ai vu évidemment certains de vos confrères, de vos collègues, qui sont donc députés européens, et qui sont extraordinairement maintenant spécialisés, qui se sont spécialisés sur ces questions. J'ai vu beaucoup aussi de parlements non européens, j'ai couru le monde, évidemment, c'était mon travail. Et je crois pouvoir vous dire que le Parlement européen est sans doute celui, en tout cas au niveau continental. Après ça, je ne vais pas faire si vous me permettez, de propos différenciés sur les États membres. Ça pourrait en rendre certains jaloux et ce n'est pas mon rôle. Mais sur les parlements au niveau continental, le Parlement européen a vraiment ses compétences. Et il continue à les avoir. Juste pour terminer donc, sur TikTok. TikTok, évidemment, une plateforme particulière. Elle est particulière, je dirais, selon deux aspects qui sont quand même assez singuliers. Le premier, c'est que c'est une plateforme qui est extraordinairement populaire chez les jeunes. Extraordinairement populaire. Et le second, c'est que c'est une plateforme dont l'origine, évidemment, est chinoise, on le sait. Et la Chine interdit son usage. Et j'invite, modestement, de là où je suis, la Commission à se poser la question, pourquoi ? Enfin, on imaginerait la Chine vendre des voitures en centaines de milliers d'exemplaires, mais dire non, elles sont trop dangereuses, on ne les autorise pas en Chine. Je fais juste cette petite parenthèse parce que c'est toujours quelque chose qui m'a surpris. Pourquoi la Chine interdit-il TikTok ? Peut-être serait-il intéressant d'interroger ceux qui voudraient répondre à la Commission sur cette question. Moi, en tout cas, je n'ai jamais eu la réponse. Donc, c'est pour ça que je me permets très modestement de soulever cette question. Le dernier point, c'est qu'évidemment, ce n'est pas une plateforme qui est, je dirais, évidemment, toutes les plateformes ont leur spécificité, mais celle-ci, compte tenu de l'audience qu'elle a auprès des jeunes, requiert évidemment une attention toute particulière, en particulier pour ce que l'on voit. Et je voudrais juste terminer, c'est pour, bien sûr, me prêter au jeu des questions-réponses, pour dire qu'il faut bien comprendre que la philosophie derrière le DSA, j'ai essayé de vous expliquer d'abord le contexte dans lequel le travail avait été fait, mais la philosophie, c'est que pour la première fois, c'est une plateforme, au fond, c'est une plateforme qui permet l'expression, la diffusion d'informations, qui joue donc d'une certaine façon un rôle de média au sens large. Vous m'avez du reste un peu invité à déborder sur cette notion, Monsieur le Président. Mais il y a une singularité. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a deux éléments nouveaux qui font qu'on va parler au cours de cette heure de ce sujet. Le premier, c'est que pour la première fois, tout ce que l'on fait, nous, êtres humains, quotidiennement, en le sachant ou sans le savoir, laisse une trace dans l'espace informationnel désormais. Mais cette trace, elle est indélébile, à jamais. L'ensemble des informations que nous générons quotidiennement, je le dis bien encore, volontairement ou non volontairement, dans l'espace informationnel, constitue aujourd'hui une trace personnalisée qui va constituer quelque part une sorte de double, certains vont dire un avatar, et qui, si jamais elles sont agrégées, récupérées, concactées, eh bien, disent beaucoup de ce que nous sommes. C'est le premier point. Il ne faut jamais oublier ça. J'avais ça en tête dès le premier jour où j'ai travaillé à proposer ce règlement. Le deuxième élément qu'il faut avoir en tête par rapport à d'autres médias, et c'est une nouveauté, on n'a jamais eu ça dans l'histoire de l'humanité. Bien sûr, on peut retrouver les informations, mais enfin, les supports, par définition, eux-mêmes, se délitent dans le temps. Là, on est dans une autre dimension.
Il faut l'intégrer quand on travaille sur ces questions. Le deuxième, c'est qu'évidemment, ce n'est pas un média comme les autres, au sens où il est maintenant, les informations, les paquets d'informations sont poussés par des algorithmes. Et ça, c'est la deuxième singularité, par rapport à tout ce qui a été fait auparavant. On était plutôt sur du one-on-one, one-to-many, pardon de cette expression, mais on était évidemment dans quelque chose qui n'avait pas d'intermédiaire entre celui qui était à l'origine du message et celui qui allait le recevoir. Là, on a quelque chose d'autre, des algorithmes. Et qu'est-ce qu'ils font, ces algorithmes? Et qu'est-ce qu'ils poussent? Et pourquoi ils le poussent? Et donc, le gros du travail, et c'est le point sur lequel je voulais venir peut-être, sur lequel on a passé énormément de temps, ce sont ces deux éléments. Qu'est-ce qui m'appartient dans les données? Qu'est-ce qui peut être partagé? Qu'est-ce qui peut être utilisé ou pas, à mon insu, pour autre quelque chose? Et le deuxième élément, c'est comment on fait pour avoir la transparence sur les algorithmes. Le reste, bien sûr, on en parle beaucoup. Les médias ne parlent pratiquement que de ça. Ah, c'est un scandale, le DSA nous prive la parole. Fake news. Le DSA respecte l'ensemble du corpus législatif qui est le nôtre, et y compris pour nous, la liberté d'expression, qui est une valeur cardinale, l'équivalent du premier amendement aux États-Unis. Mais ça, c'est des fake news. Le vrai sujet que nous voulons adresser, qu'il faudra que les générations qui vont nous suivre continuent à adresser, c'est les deux points que je viens d'indiquer. Et pour nous, la transparence des algorithmes est l'un des éléments clés qui soutient le DSA et sur lequel je voulais attirer l'attention de la Commission et qu'il faudra sans doute creuser, en particulier pour parler de TikTok, de ce qu'il pousse, de la façon dont il le fait, avec quelle information et dans quel but. Merci pour ce propos liminaire. Juste une petite précision avant de donner la parole à Madame la rapporteure, mais vous avez évoqué évidemment l'idée d'une commission d'enquête ayant un champ beaucoup plus large sur un nombre plus important de plateformes ou sur d'autres plateformes. Nous avons fait le choix de concentrer nos travaux sur la plateforme TikTok, non sans oublier le reste, mais parce que, à nos yeux, ou plutôt aux yeux des députés présents lors des débats de la création de cette commission d'enquête, il y avait l'idée qu'elle concentrait un certain nombre de problématiques que vous avez rappelées, à la fois sur la question de l'algorithme, à la fois sur la question de la vulnérabilité du public, puisqu'elle est la plus fréquentée par les jeunes. Et voilà pourquoi nous nous sommes concentrés là-dessus, étant donné que voilà, derrière, nous aurons quand même l'idée d'élargir les préconisations que nous faisons, que Madame la rapporteure formulera au nom de cette commission d'enquête à d'autres plateformes. Monsieur le Président, je ne voulais absolument pas mais apporter un jugement. J'apportais un élément d'éclairage, en tout cas, sur l'objet. Je crois que j'ai bien compris, effectivement. Voilà. Et l'aspect jeune est absolument critique. C'est la raison pour laquelle, quand on mène une enquête, il faut répondre vite. Parce que derrière, c'est des jeunes dont il s'agit. Donc on ne peut pas se permettre de tarder. Tout à fait. Et c'est donc Madame la rapporteure voilà, que je remercie aussi d'avoir porté ce sujet et qui va vous poser les premières questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Breton, de votre présence, d'avoir accepté de prendre le temps de venir témoigner et nous apporter votre éclairage. Alors, merci déjà pour ce propos introductif. Ça nous permet, si besoin était, de mesurer l'ampleur qui a été votre travail, l'ampleur aussi de l'avancée qui est celle du DSA. Et évidemment, je pense qu'on peut tous saluer vraiment ce qui a pu être fait à l'échelon européen et à quel point ça constitue une avancée. Ça a pris plusieurs années, vous ne l'avez peut-être pas mentionné, mais vous avez commencé, peut-être que vous pouvez nous détailler quand vous avez vraiment commencé à aborder le sujet et puis ensuite, aujourd'hui, ce qu'il en est. La question que je voulais vous poser, c'était, il y avait deux questions très concrètes. La première, c'est dans le cadre de ces négociations, savoir quelles avaient été les relations que vous avez pu entretenir avec les différentes plateformes. Est-ce qu'ils avaient été à l'écoute? Est-ce qu'ils vous avaient donné le sentiment de vouloir coopérer avec nous? La deuxième question, c'était de savoir si la question du changement de la nature de la responsabilité des plateformes s'était posée ou pas. On sait qu'il y a le débat éditeur et hébergeur. Est-ce que cette question s'est posée et est-ce qu'elle n'aurait pas pu nous permettre finalement d'avoir une espèce de... Alors évidemment, ça pose un sujet de liberté d'expression, mais de contrôle a priori, et non pas d'avoir ce système qui est celui aujourd'hui, pas forcément satisfaisant, de signalement et du délai à partir duquel on va pouvoir finalement ensuite supprimer des contenus très problématiques. Et puis ensuite, j'avais une question un peu générale, mais sur le regard que vous portez sur évidemment ce cadre que vous nous avez exposé et
la réalité. On a reçu il y a maintenant une dizaine de jours les familles de victimes qui ont été confrontées, je sais que vous en avez rencontré aussi, y compris sur des plateaux télévisés, qui nous évoquent le contrôle de l'âge qui n'est absolument pas aujourd'hui respecté, qui évoquent des contenus illicites qui ne sont pas suffisamment modérés, ou des délais en tout cas de modération qui ne sont pas du tout satisfaisants, des zones grises en fait qui nous rendent un peu impuissantes avec des contenus dont on sait qu'ils sont très problématiques mais dont on ne sait pas comment finalement les faire retirer. Voilà, quel regard est-ce que vous portez? Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on puisse accélérer l'application sans doute du DSA? Et voilà, comment vous arrivez finalement à regarder cette réalité qui est celle que vivent beaucoup de jeunes, puisque nous on se concentre sur les mineurs face à ce qu'on a pu évidemment faire avancer à l'échelon européen. Madame la rapporteure, je vais répondre directement, Monsieur le Président, vous êtes d'accord? Je réponds à Madame la rapporteure, très bien. D'abord, sur la genèse, vous m'interrogez un peu sur le... c'est un travail très difficile. Très difficile d'abord pour essayer d'avoir vraiment une architecture qui tenait compte de tout ce que j'ai voulu dire et ce que vous rappelez également dans vos propos. Et vraiment, je crois que le DSA répond à toute la problématique. Maintenant, on va le voir. Le problème, c'est l'exécution. Personnellement, j'estime qu'on a tout pour aller vite. Alors, il faut se poser la question, pourquoi on ne va pas vite? Mais ça ne m'appartient plus. J'ai démissionné de la Commission européenne le 16 septembre 2024, pour des raisons qui m'étaient propres. Depuis, je ne sais plus ce qui se passe. J'avais ouvert un certain nombre d'enquêtes. Alors, toujours sur la façon d'ouvrir les enquêtes, je le dis à la Commission, c'est pas moi qui vais décider un bon matin, tiens. Donc, on a des équipes. Je reprendrai ensuite à votre question sur la genèse, parce qu'elle est très importante pour illustrer peut-être la difficulté qui a été la tâche de cette espèce de, comment dirais-je, finalement, d'engouement démocratique. À 90%, je ne sais pas l'appeler autrement. Je ne sais pas si ça se passe beaucoup dans l'Assemblée actuelle, mais je ne sais pas. Ça arrive quelquefois. Mettez-moi une petite incise, mais la loi influenciant a été adoptée à l'unanimité. On en a 5, là. Donc, oui, mais je veux dire, donc on a recruté les équipes. Aujourd'hui, il y a un peu moins de 200 personnes qui sont vraiment extrêmement compétentes. Alors là, vraiment, je peux vous le dire. Et qui font ce travail. Et c'est ces équipes, évidemment, qui... vous savez que dans le DSA, il y a des rapports qui doivent être faits, qui doivent être donnés, donc nourris de ces rapports, des interactions qu'ils peuvent avoir, de tous ces signaleurs de confiance aussi, qui sont soit qui viennent, donc qui font partie, évidemment, du cadre de la loi, et qui peuvent revenir aussi, je le dis, par l'ensemble des régulateurs nationaux, puisque vous savez qu'on a maintenant organisé un conseil, on appelle ça le board, le DSA board, donc c'est très important, qui se réunit pratiquement tous les mois, qui doivent remonter ces informations. Donc on a vraiment maintenant un système qui est très harmonisé, qui est homogène et qui a tout pour bien travailler. Lorsque donc les équipes voient qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent, les réponses ne sont pas satisfaisantes, on voit que finalement il y a toujours des interactions, surtout au début quand on implémente une nouvelle loi de cette nature. À ce moment-là, on propose au commissaire d'ouvrir l'enquête et c'est ce qui m'est arrivé. Et donc j'ai accepté donc, sur les deux enquêtes qui ont été ouvertes donc, sur TikTok et également ensuite sur d'autres plateformes. Sur la genèse, à partir du moment où j'ai été la victime, mais je m'y attendais, je ne suis pas surpris, je connais bien l'ensemble des acteurs personnels, ciblés personnellement par des lobbyistes de façon très directe, y compris pour essayer de m'affaiblir. Certains ont même, ça a été rendu public à l'époque, puisque c'était un journal qui l'a indiqué, avait fait payer des lobbyistes pour m'affaiblir personnellement, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on fasse ça. Voilà, on a surmonté tout ça, sans naïveté. Il y a 1200 lobbyistes à peu près à Bruxelles. Voilà. Donc, j'ai eu à affronter ça, y compris à titre personnel, avec énormément de fake news qui ont été... voilà. Bon, enfin, ça, c'est la vie. Je tiens à le dire parce que ça a été un parcours. Je le savais. Mais on a réussi. On a réussi d'abord à le faire passer au collège. On a réussi ensuite à le proposer au Parlement. Le Parlement a aussi subi ces pressions, bien sûr. Certainement que les États membres également. Mais in fine, on est là aujourd'hui et on parle d'un texte qui existe, qui est opérationnel et qui doit être évidemment maintenant, je dirais,
mis en exécution avec la plus grande vigueur et le maximum de célérité. Même si on est en état de droit et on a veillé en permanence à ce qu'il y ait de l'interaction et qu'il y ait des échanges à partir du moment où on trouve qu'il y a des éléments qui nécessitent d'avoir des explications. Là, cette phase est très importante. Et puis, je voudrais dire également que dans le rôle de régulateur qui était le mien, participer évidemment à la loi, d'abord, la création, et puis ensuite, délégation qui a été donnée évidemment au collège, qui m'a donné la délégation, et par les co-législateurs, donc, d'être le régulateur. J'ai passé énormément de temps, d'abord, à expliquer, à aller voir l'ensemble des plateformes, celles dont on pressentait qu'elles allaient devenir des plateformes systémiques, des VELOP, c'est-à-dire celles qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs, pour bien expliquer ce qui allait se passer. Ce sont malgré tout, Madame la rapporteure, ce sont des régulations ex ante. Donc on a voulu précisément que, pour tous ceux qui veulent bénéficier du marché intérieur, on est un espace, un continent ouvert. C'est très bien. Mais maintenant, on a mis des lois. Et notre démocratie a mis des lois. Et ces lois, elles sont faites pour être respectées. Vous voulez venir sur le marché intérieur, pas de problème. Mais voilà, nous, on roule à droite. Ah oui, mais moi j'ai fait des voitures qui roulent à gauche. Ah ben, il faut changer le volant. Nous, on roule à droite. On a mis ces règles. Et j'ai passé un temps infini à aller les voir directement, tous, chez eux, plusieurs fois, pour leur expliquer tout ce qu'il fallait faire pour s'y préparer. Nous avons même proposé, à mon initiative, de faire des tests en blanc, avant que la loi ne rentre en vigueur, pour leur dire, on va vous expliquer comment on va faire. Parce que le but, en tout cas qui était le mien, c'est comme ça que je concevais mon rôle. On peut le concevoir autrement. Moi, je l'ai conçu en disant, ce que je souhaite, c'est que la loi soit appliquée le plus vite possible, parce que c'est elle qui va donner la sécurité à nos enfants. Et non pas fait pour mettre des amendes, pour le plaisir de mettre une amende et d'essayer de récupérer X millions, X centaines de millions d'euros. C'est pas ça le but. Le but, c'est que la loi soit appliquée, parce qu'elle est protectrice. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à leur expliquer, et tous, personne ne peut dire qu'il ne connaît pas l'intégralité de la loi, parce que c'est un travail qu'on a fait avec mes équipes, y compris avec moi-même personnellement. Je tenais à le dire. Alors maintenant, vous posez le problème clair. Cette loi, elle répond pratiquement à toutes les questions. On va parler ensuite de l'âge, qui est un sujet différent, que je ne vais pas du tout éluder, parce qu'il est fondamental. Cette loi, elle répond à une très grande partie de toutes les questions que vous vous posez, me semble-t-il, au sein de la Commission. Seulement, il faut qu'elle soit exécutée. On ne peut plus se permettre, me semble-t-il, d'attendre un an avant d'avoir les résultats. Alors bien sûr, il y a le contradictoire. Donc il faut le respecter et il faut avoir des cas qui soient solides. Mais enfin, je le dis de façon très claire, compte tenu de l'urgence de ce que l'on voit sur ces réseaux, vous avez fait référence, même le rapporteur à l'instant, aux associations qui regroupent ces familles, qui ont tous des cas terribles, et qui ont marqué, évidemment, leur propre famille à nous relater pour faire avancer les choses. Eh bien, faisons avancer les choses, parce que la loi, elle est là. Et si elle est là, c'est pour être appliquée. Alors, est-ce qu'il faut changer la loi? Non. Il faut la faire appliquer. Ça arrive bien souvent, du reste, y compris dans notre pays. On se dit, ben voilà, on ne la fait pas appliquer, donc on va en faire une autre. Cette loi, elle est là. C'est la première au monde. Appliquons-la. Alors ensuite, il y a des modalités, je le disais, peut-être des éléments nouveaux que vous, législateurs, voudrez ajouter parce que dans la vie physique, vous dites ça, on n'a pas le droit, donc on veut le transposer dans la vie numérique. C'est la possibilité, vous pouvez le faire. Mais en revanche, je le dis de façon très claire, il n'y a aucune raison, à un moment, qu'on attende. Et je dirais même qu'il y a même une urgence à ce que, précisément, on réagisse. Sur l'âge, c'est extrêmement compliqué, parce qu'évidemment, on peut contourner. Et j'ai poussé, en tant que commissaire, c'est ce qui me manquait pour... Je vous parlais tout à l'heure de la nécessité d'avoir un espace informationnel unifié. L'équivalent, quelque part, du marché intérieur, mais qui soit un marché intérieur numérique, pour bénéficier précisément de cette profondeur. Donc j'ai poussé pour ce qu'on a appelé, d'entre nous, la e-identité ou le e-wallet. Donc ça y est, c'était un travail très compliqué là aussi. Et là aussi, qui s'est opposé?
les GAFA. Vous n'imaginez pas le nombre de réunions que j'ai pu avoir avec eux, y compris avec les autorités américaines. Mais monsieur le commissaire, me disait-on au plus haut sommet de l'administration Biden, pourquoi vous en voulez tant à nos 4 grandes entreprises américaines? Je dis, mais j'en veux à personne. Je suis là uniquement parce que nous avons un mandat de nos co-législateurs pour mieux protéger dans cet espace nos enfants, nos concitoyens, nos entreprises. Mais ce n'est pas contre. Il y a aussi un certain nombre d'entreprises européennes qui sont suivies à ces lois. Il y a des entreprises, celles dont on parle, singapouriennes ou chinoises. La pression qu'on a eue précisément, et j'ajoute peut-être aussi parce que les GAFA, cette fragmentation actuelle, ça leur plaît. Parce que ça évite l'émergence de champions européens. Donc pour toutes ces raisons, sans naïveté, vous savez, je suis tout sauf naïf. Je n'ai plus l'âge. Donc j'ai vécu tout ça. Le e-wallet, c'est la même chose. Les GAFA voudraient, certains d'entre eux se sont considérés à un moment, ou se considèrent peut-être encore aujourd'hui, comme des entités supranationales, qui vont se substituer à la défaillance des États. C'est ce que les libertariens nous disent en ce moment, avec le succès que l'on voit du reste. Je crois qu'aujourd'hui, justement, c'est le dernier jour de travail, je mets des guillemets, de M. Elon Musk, que j'ai bien connu, que je connais bien, dans ses fonctions gouvernementales. Je peux comprendre que ça ravissait ses actionnaires, en tout cas certains d'entre eux. Le sujet, c'est évidemment que certaines de ces plateformes veulent tout offrir, y compris des fonctions régaliennes. Souvenez-vous, on a eu certains qui voulaient frapper monnaie. Et maintenant, certains qui disent « Non, non, mais l'identité numérique, votre passeport numérique, je m'en occupe. » Eh bien moi, je me suis battu, et j'ai dit non. J'ai réussi à convaincre mes collègues au collège pour qu'on propose ça, ce texte, et il est maintenant en discussion. Et là, Madame la rapporteure, on aura enfin moyen de contrôler de façon réelle qui est qui dans l'espace informationnel. Ce texte est prévu pour 2026. Tout ce que l'on pourra faire, et si je peux me permettre, je ne sors pas de ma condition, que vous pourrez faire pour pousser Bruxelles à aller plus vite, à mon avis, ira dans le bon sens. Sans cette capacité d'identification, qui vous donnera aussi la possibilité, toute la vie durante, d'avoir le wallet, c'est-à-dire, je dirais, un coffre-fort numérique dans lequel vous mettez ces informations dont je disais qu'elles étaient aujourd'hui. Vous savez, c'est comme sur la plage. Vous marchez, vous avez des pas. Et ces pas, tout le monde peut les voir. Peut-être certains d'entre eux, vous voulez les mettre dans votre coffre-fort numérique, y compris ceux qui sont importants, vos diplômes, vos passeports physiques, je ne sais pas, des choses qui sont importantes, qu'on ait des lieux où l'information, il n'y a que vous qui pouvez y avoir accès, parce qu'elle vous appartient, et que c'est ce que vous avez de plus précieux. Ça, c'est le e-wallet. Et puis vous avez la e-identity. Je ne suis plus commissaire, mais tout ce que les uns et les autres, de là où nous sommes, nous pourrons faire pour accélérer cette dimension qui manque dans le paysage que j'ai voulu vous décrire tout à l'heure, peut-être pour illustrer un peu nos propos, ira dans le bon sens. Je me permets juste de rebondir sur la question de la responsabilité, de la nature de la responsabilité des plateformes, savoir si la question a été envisagée pendant vos travaux. Et puis le deuxième élément, c'est peut-être, vous dites que tout est là et qu'il ne faut plus qu'appliquer. De votre point de vue actuel, qu'est-ce qui bloque alors, puisque vous nous dites en plus que 90% finalement des élus, des parlementaires européens étaient favorables, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui si la volonté politique est là ? Alors d'abord bien sûr, le grand débat, et c'est un débat évidemment qui parcourt ces questions depuis longtemps, et en particulier aux États-Unis, on le sait, c'était justement le fait que c'était la responsabilité. Et on a tranché. Et on a tranché maintenant par le biais des algorithmes. La différence par rapport à une plateforme classique, c'est qu'il n'y avait pas d'algorithme. Quand il y a un algorithme, alors on ne sait pas ce qui se passe. Alors on peut pousser des contenus à forte viralité. Je voudrais, pour illustrer ça, vous dire comment moi j'ai voulu, dans la fonction de pédagogie qui était aussi la mienne, en permanence, alerter les patrons de ces plateformes de cette responsabilité-là. Le 7 octobre, vous vous souvenez, il
y a eu ce drame absolu. Et sur les plateformes, sur les réseaux, vous avez évidemment des vagues d'informations, mais vous pouvez aussi avoir des tsunamis d'informations. Un élément peut créer un tsunami d'informations, lequel, parce qu'il peut être à forte viralité, va générer des commentaires, des contenus additionnels, qui risquent d'être poussés ensuite par des algorithmes et se transformer progressivement en désinformation massive, fake news, ou vagues, tsunamis d'informations qui elles-mêmes sont hors du champ de la loi que vous avez, vous, proposée dans l'espace physique et qui est retransposée dans l'espace informationnel. Et donc, il faut bien comprendre que dans la régulation des réseaux, par définition, un réseau il est mondial, mais on régule, nous, une partie. C'est quoi cette partie? Ce sont des individus qui sont localisés dans un espace qui n'est plus territorial, mais qui est principalement territorial, mais qui caractérise votre appartenance à une communauté. La communauté, pour nous, c'est l'Europe. Ce qui importe, c'est plus l'origination du message. Il peut se passer n'importe où sur la planète. C'est la façon dont il est amplifié dans cette communauté qui elle-même a décidé que pour pouvoir avoir accès à cette plateforme, il fallait qu'il y ait quelques règles pour ceux qui sont touchés par la plateforme ou qui en sont des clients ou des usagers. C'est très important parce que c'est une révolution. Et donc, j'ai écrit tout de suite, dès qu'il y a eu cette tragédie du 7 octobre, à l'ensemble des plateformes en disant « Attention, il y a un événement majeur mondial qui s'est créé, qui s'est produit. Je vous rappelle on peut s'attendre à ce qu'il y ait évidemment des commentaires partout et qu'il faut que vous veilliez plus que jamais à ce que vos plateformes soient régulées parce que nous avons 450 millions d'Européens qui ont des règles qui touchent vos plateformes dans leur capacité à venir proposer leurs services sur ces 450 millions d'Européens. Et donc vous devez veiller, encore plus que jamais, à ce que les algorithmes notamment fonctionnent bien et qu'ils ne poussent pas. Je les ai informés. Lorsque le 12 août 2024, Elon Musk, devenu alors propriétaire de Twitter, devenu X, annonce Urbi et Orbi qui va offrir sa plateforme, l'accès à sa plateforme, à son réseau X, à un candidat à la présidence des États-Unis, Donald Trump. Et que ça va être l'événement le plus important sur Internet. Et qu'il est en train de faire des stress tests techniques pour vérifier s'assurer que tous ceux qui vont se connecter dans le monde entier vont pouvoir se connecter, que l'infrastructure technique supportera. J'ai écrit la même chose, exactement. Non pas sur le contenu. Jamais je ne prends position sur le contenu. Ce n'est pas notre rôle. Mais sur précisément un événement qui est annoncé comme majeur, potentiellement à très 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 forte viralité, et qui nécessite qu'aux côtés des stress tests techniques, il y ait les stress tests de régulation qui veillent à ce que précisément l'algorithme ne soit pas modifié, qu'il soit transparent. Et donc, pour répondre à votre question, le sujet est tranché maintenant. Une plateforme aujourd'hui, c'est évidemment des usagers, c'est l'accès à des informations et c'est des algorithmes. Et c'est précisément cette fonction algorithmique qui n'existait pas et qui nous permet précisément aujourd'hui, enfin, d'avoir une régulation qui traite et qui respecte cette neutralité sur des plateformes beaucoup plus simplistes, one-on-one, comme on a pu les connaître, en tout cas, entre 2000 et 2010. Et c'est pour ça que je vous incite vraiment à travailler, vraiment à regarder, et notamment à regarder au fond, comment on fait pour avoir accès à ces... Je me suis battu beaucoup pour qu'on ait accès enfin, et qu'il y ait une obligation d'accès à ces algorithmes. Ça y est, c'est fait. Il faut évidemment avoir les compétences, elles existent, mais c'est ça le cœur du sujet. Parce que c'est là où, effectivement, on pourra vraiment réguler ce qui se passe et forcer les plateformes, tout simplement, à respecter l'engagement qui est le leur, parce qu'elles ont toutes pris l'engagement, quand elles opèrent désormais en Europe, de respecter la loi. Mais je le redis, vous le savez ça bien mieux que moi, dans le respect de la loi, il y a évidemment la vitesse d'exécution. Il ne faut pas se précipiter. Mais enfin, il faut aussi faire en sorte que la loi soit appliquée. Je ne cherche pas évidemment à ce qu'il y ait des sanctions. Le moins il y aura de sanctions,
mieux ce sera à partir du moment où le travail d'investigation est fait, parce que ça veut dire que les plateformes respecteront la loi qu'ont voulu nos co-législateurs dans l'intérêt général de nos concitoyens. Non mais oui, mais alors qu'est-ce qui bloque? Pardon, je réitère la question, mais aujourd'hui, s'il y a la volonté politique d'aller très vite, notamment, comme vous le disiez, pour la protection, au nom de la protection de nos enfants, des plus jeunes, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que... voilà, on a des enquêtes aujourd'hui qui n'ont toujours pas abouti et qui, du point de vue voilà, du citoyen lambda, nous semblent voilà, éternelles, alors qu'il y a une vraie urgence pour nos enfants. Si vous permettez, Madame la rapporteure, je retournerai la question à ceux qui m'ont succédé. Monsieur Vogetta, vous souhaitiez poser une question? Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, le commissaire européen, merci d'être parmi nous et de répondre à la convocation de cette commission d'enquête. C'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur pour les raisons que vous avez énoncées clairement, et notamment le statut de plateforme préférée des adolescents et des enfants, puisque l'on sait que les enfants sont aussi présents sur TikTok et sur d'autres plateformes numériques sur lesquelles ils ne sont pas censés être. Je vous ai écouté attentivement. Je reconnais certains des défis que vous avez mentionnés, notamment le biais favorable des GAFAS pour la fragmentation réglementaire en Europe, qui les favorise, diviser pour mieux régner, ou pour mieux faire régner l'anarchie, si l'on veut. Vous nous encouragez à agir et à pousser Bruxelles à agir. Alors, j'aimerais bien rebondir sur cet encouragement en revenant sur notre expérience commune avec Monsieur le Président, au moment où nous avions justement pris l'initiative parlementaire ici de encadrer la régulation, créer une régulation et encadrer ce qu'on appelait l'influence commerciale en France, afin notamment, si possible, d'attirer l'attention de Bruxelles sur ce sujet que nous considérions n'étant pas totalement traité par le DSA et le DMA. Et à ce moment-là, nous avions, il faut bien le reconnaître, souffert un peu de la contradiction que nous a apportée la Commission, et votre Commission en l'occurrence, en demandant de manière assez ferme au minimum que ce texte soit modifié, que notre texte soit modifié, voire même, si possible, qu'il soit abrogé. Nous avions, avec l'appui du gouvernement français, réussi à établir une négociation qui nous a permis d'aboutir à une modification du texte, notamment pour revenir en arrière sur l'étendue géographique des règles que nous mettions en place. Cette loi influenceur est entrée en vigueur, elle est désormais modifiée. Cependant, la question que je me pose et que je vais vous poser, c'est, de votre perspective d'ancien commissaire européen, comment pouvons-nous, législateurs nationaux, forcer Bruxelles à agir sur les éléments qui restent à accomplir dans la régulation européenne, notamment sur la vérification d'âge, notamment dans le fait d'imposer de nouvelles obligations à des plateformes, quand les règles de fonctionnement de l'Union européenne, de facto, nous retirent cette prérogative et nous empêchent de nous exprimer, législativement parlant, sur les obligations qui devraient peser sur les plateformes. C'est la première partie de ma question. La deuxième partie de ma question, elle a à voir avec votre expérience. Vous avez parlé, à juste titre, de l'effort de lobbying des GAFAM, un effort qui pèse, à ma connaissance et à ma compréhension, plus sur Bruxelles que sur les législateurs européens, puisque c'est désormais à Bruxelles, comme on vient de l'établir, que se prennent ou ne se prennent pas les décisions. Donc vous avez parlé des plateformes qui ont exercé sur vous des pressions. Est-ce que vous avez une connaissance précise de l'identité de ces plateformes? Est-ce que TikTok en faisait partie? Quel type de pression ont-ils exercé sur vous? Et ma deuxième question, c'est quand vous écoutez Mark Zuckerberg dire plutôt au monde qu'il se réjouit de l'élection d'un nouveau président américain car il les aidera à lutter contre les amendes milliardaires que souhaite imposer l'Union européenne à ceux qui oseraient ne pas respecter les règles, et notamment le fait de conduire à droite, que ici nous considérons comme des règles naturelles sur notre continent. Comment cela vous fait-il réagir?
Si vous permettez, monsieur le député, je vais prendre les questions à l'envers. Du plus simple au plus compliqué. Le plus simple, c'est que voilà, ça, j'ai très bien connu, je connais bien Mark Zuckerberg, fervent démocrate, très soutien, un grand soutien de. Ils ne s'en cachaient pas, donc je ne révèle rien. Hein. Démocrate, je crois même qu'il est financé. Voilà, bon. Mark Zuckerberg, tout le monde a le droit de changer d'avis. Visiblement, il a changé d'avis entre le mois de novembre et le mois de janvier. Bon, ça peut arriver à tout le monde et je n'ai pas de commentaire à faire autre que celui-ci. C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Je suis allé avec mes équipes au sein de son siège. On a fait des tests en blanc et il était très positif et très, très réactif et il comprenait parfaitement ce que nous faisions. Et voilà ce que je peux vous dire de l'expérience que j'ai eue avec lui. Après, c'est évidemment la vie des êtres. Sur le lobby, je ne veux pas rentrer dans le détail, si ce n'est que ce qui a été public. On voyait effectivement un certain nombre de choses, mais il a été public, puisque ça a été rendu public par certains journaux, qu'il y avait des documents très clairs qui ont été poussés. Alors ça, c'était par Google, donc qui m'avait ciblé de façon très précise, dans un pack de slides, de diapositives très précises, comment il fallait faire pour pouvoir faire en sorte que je ne puisse pas mener à terme le travail que m'avaient confié les co-législateurs. Voilà. Les autres, ça c'était public, donc je le dis. Vous pourrez le retrouver du reste. Enfin, c'était, voilà, il y en a eu peut-être d'autres, mais pas de façon aussi visible que ça a été le cas pour Google. Alors maintenant, il faut bien comprendre, pour répondre à votre question, je comprends quelque part dans votre question, peut-être, si vous le permettez, je le dis avec beaucoup de recul, et vous comprendrez, un peu de frustration, voilà, c'est ce que j'ai perçu, disons, mais peut-être le mot était peut-être un peu exagéré. Monsieur le député, lorsque nous nous sommes lancés dans cette tâche, je l'ai dit, c'était vraiment pour avoir une dimension européenne, non pas pour prendre de la souveraineté aux uns et aux autres, mais parce que, encore une fois, il n'y a pas de frontières dans les plateformes, je l'ai évoqué tout à l'heure, et que si on veut peser, il faut peser au niveau des 450 millions que nous sommes. Et donc, nous nous sommes battus pour avoir très vite des règlements, et pas des directives. J'aurais permis ce que vous dites. Le règlement, c'est une loi d'application directe. Et donc, ce que nous avons voulu éviter, c'était pas, encore une fois, d'empêcher les législateurs nationaux de travailler. C'est de leur dire, attendez, on ne va pas faire des directives, parce que précisément sans ça, on va refragmenter. Vous avez des sujets, c'est formidable. Essayons de voir ensemble si on peut les intégrer dans la réflexion, mais si jamais vous faites une loi tout de suite, et que derrière, 6 mois après, il y a le règlement, il va falloir ensuite le réajuster, et ce sera du travail parlementaire pour rien. Donc il vaut mieux qu'on travaille ensemble en amont, c'est effectivement ce à quoi vous faisiez référence. Donc j'espère que ça a été bien compris, mais peut-être ça n'a pas été. Mais si je vous explique la raison. Et derrière, effectivement, parce qu'il y a ensuite un règlement qui a été voté avec le soutien que j'ai rappelé il y a quelques instants, qu'effectivement, les parlements nationaux peuvent ensuite affiner, proposer, et je l'ai redit, parce que c'est encore une fois un cadre transverse. Donc c'est comme ça qu'il faut voir. Maintenant, c'est beaucoup plus facile de le faire, parce qu'on a ce cadre, on a effectivement aussi l'organisation et la gouvernance qui va bien. Les régulateurs nationaux, l'ARCOM pour nous par exemple, travaillent maintenant en réseau avec l'ensemble. C'était un travail, vous n'imaginez pas la complexité que ça a été pour les faire travailler ensemble. Essayez, le board existe, il se réunit maintenant pratiquement tous les mois, les informations remontent. Donc c'est la raison pour laquelle il y a eu peut-être ce petit décalage. Il n'y avait pas d'autres idées, mais c'était vraiment, il fallait aller vite, et surtout, et je me suis expliqué du reste à l'époque avec ceux qui portaient cette loi, je crois qu'ils avaient bien compris, à partir du moment où le règlement est voté, il est d'application directe, il est global, et à ce moment-là, effectivement, les parlements nationaux vont pouvoir affiner, spécifier, apporter des éclaircissements, ils sont là. Et puis, parce que ce cadre est là, parce que le conseil, le board, on appelle ça dans le jargon, hein, le board DSA est là, il y a la possibilité, quand l'un a une bonne idée, de le remonter tout de suite. Je vois que l'heure tourne, Monsieur le Président, et je voudrais juste vous dire un point. Juste en transition sur ces aspects de gouvernance, etc. Je vous le dis parce que peut-être c'est quelque chose sur lequel
la Commission voudra se pencher. Vous voyez, ce dont on parle est technique, c'est compliqué, mais c'est essentiel, me semble-t-il, pour notre vie, à nous, et pour le travail parlementaire qui va progressivement s'approprier cet espace informationnel. Il faut que tout le monde se l'approprie. Les enfants, bien sûr. Vous faisiez référence tout à l'heure à la marchandisation, et notamment sur TikTok. Grâce au DSA, un jour, je découvre que TikTok va lancer une application, j'étais encore commissaire, qui s'appelait TikTok Lite. Alors, c'était incroyable. On va inciter les jeunes, c'était vraiment pour les très jeunes, vous faisiez référence, monsieur le député, on va leur donner des points en fonction du nombre d'heures qu'ils vont passer sur TikTok, et quand ils auront accumulé un certain nombre de points, ils pourront avoir un cadeau, un ours en peluche, je ne sais pas, que sais-je. Un peu, vous savez, comme dans les foires. Quand on a vu ça, on a tout de suite, dans le contact permanent que nous entretenons avec la plateforme, on a pris contact avec eux, on a dit, alors ça, c'est totalement en contradiction absolue avec les règles du DSA. On a eu une discussion très forte, très violente, et en 24 heures, ils l'ont retiré. Donc c'est aussi, je veux dire, il faut aussi, quand on est régulateur, il faut exercer cette pression. Il faut parler. Vous avez vu que j'ai parlé beaucoup quand j'étais régulateur. Ça fait partie aussi du travail. Il faut s'exprimer, il faut aller au contact, il faut faire respecter, encore une fois. Et le mieux, c'est de le faire respecter avant même qu'on ne sanctionne. Ça a été le cas. Et juste le point que je voulais souligner, c'est que du coup, j'ai écrit à tous les ministres de l'Éducation nationale pour leur dire qu'il me semblerait indispensable d'avoir, parce que les enfants ne le savent pas, les parents encore moins, de savoir que désormais, l'espace informationnel, il est contrôlé. Il n'y a plus d'impunité. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas harceler n'importe qui. On ne peut pas penser que je me mets un pseudo et je suis pas identifiable. C'est faux. Et donc, j'avais proposé qu'on crée dans chaque établissement un référent DSA. Référent DSA. Vous savez, c'est comme vous avez dans les établissements des psychologues, il faut un référent DSA. Ça peut être le même du reste. Et j'avais proposé qu'on les forme dans chaque établissement scolaire pour que lorsque vous avez ces problèmes qui apparaissent, les parents sont démunis, les familles que vous avez reçues vous le disent, eh bien qu'ils aillent à l'école et qu'ils sachent qu'il y a un référent DSA qui va vous dire, d'abord, c'est pas honteux, il y a la honte, souvent on n'y va pas. C'est un espace comme un autre, il est protégé maintenant par la loi, il vous donne des droits, quels sont ces droits, et que ce soit encore une fois pour les familles, ou que ce soit également pour les enfants, dont certains sont évidemment, hélas, trop souvent des victimes. J'ai eu des retours, ça a commencé, mais voilà, si ça pouvait continuer, c'est peut-être pas une mauvaise idée, je le dis là-dessus. Voilà. J'ai absolument pas de conseils à donner à mes successeurs, ni quoi que ce soit. Je suis pas du tout dans cette logique-là. Je pense que nous avons, nous, un intérêt général maintenant, un intérêt commun, à faire en sorte que cette loi, alors qui n'est pas parfaite, comme toutes les lois, encore une fois, c'est une innovation, s'applique le plus vite possible, et que vous puissiez progressivement la faire évoluer, la faire progresser, l'améliorer, précisément parce que maintenant le cadre le permet, y compris dans le contexte que vous rappeliez tout à l'heure, monsieur le député. Merci. Il nous reste 4 minutes et c'est un temps strict. Je vais me permettre, si vous m'autorisez, monsieur Foucard, de poser une question très brièvement pour vous amener, monsieur le commissaire, monsieur le ministre, on ne sait jamais ce qui prévaut, mais on va dire que c'est l'Europe qui prévaut ici, de préciser sur la transparence algorithmique, parce que vous avez beaucoup insisté là-dessus, et c'est vrai que pour nous, le sujet de l'algorithme est central. Mais si on lit le DSA, on voit que le dispositif de l'algorithme peut être mis à disposition des autorités pour les contrôles, mais cette transparence est toute relative. Il y a évidemment la capacité parfois d'essayer de comprendre pourquoi on voit s'afficher une publicité, mais ça reste extrêmement elliptique et très souvent insuffisant. Donc finalement, l'algorithme n'est pas vraiment plus transparent pour le citoyen aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Et je n'ai pas l'impression, en tout cas, que pour les autorités de contrôle, il ait été vraiment mis à disposition par les plateformes. Enfin, en tout cas, j'ai vu qu'il y avait une demande pour le réseau social X, mais je ne suis pas sûr. Mais peut-être en avez-vous une autre connaissance qu'il y a eu de véritables contrôles sur ce plan-là, ou en tout cas une capacité technique des services de contrôle d'entrer dans la complexité de l'algorithme. Alors sur ces questions, d'abord je suis couvert par mes obligations, hein, donc qui
qui couvre le fait que, d'abord, je n'ai plus aucune information depuis que, évidemment, j'ai quitté la commission. Avant, je n'ai pas, encore une fois, toutes les enquêtes qui ont été lancées ont été publiques. Et vous avez vu qu'on n'avait pas encore lancé d'enquête donc, sur cette question, en tout cas quand j'étais là, puisque tout ce qui a été fait était public. Donc je vous invite, si vous permettez, à vous référer à les déclarations publiques que j'ai pu faire à l'époque sur les points d'interrogation, dont certains datent déjà du rapport d'étape qui nous avait été donné fin 2023. Donc on était vraiment au tout début de l'application. Je vous mentirais en vous disant qu'il n'y avait pas un certain nombre de suspicions, mais je dois les garder pour moi, vous le comprendrez, parce que c'est des enquêtes en cours, je n'ai pas à en parler. Mais ce que je peux dire, c'est qu'elles n'avaient pas été lancées formellement, puisque ça, je l'aurais rendu public lorsque j'étais moi-même commissaire. Maintenant, c'est quelque chose qui est parfaitement faisable. Nous avons recruté des compétences au sein de la commission extrêmement fortes sur ces questions. Un certain nombre du reste des collaborateurs qui ont rejoint la commission, pour certains d'entre eux, venaient du reste de la Silicon Valley. C'était des jeunes Européens, il faut être Européen évidemment pour être dans ces équipes, qui avaient quitté l'Europe pour aller travailler un peu dans la Silicon Valley, et puis qui sont revenus motivés par passer un peu de leur temps et donner leur expérience pour l'intérêt général. Et j'en ai vu beaucoup comme ça, c'était assez réconfortant, je tenais à le dire à la commission. Encore une fois, c'est quelque chose qui est parfaitement faisable. La loi nous donne maintenant le moyen de le faire, y compris du reste en faisant appel à, je dirais, à des forces qui soient des forces, puisque la commission ne dispose pas de ces forces qui peuvent permettre d'aller faire des visites prévues ou inopinées. Et je pense que, comme toujours, par rapport à des déviations que l'on peut voir, le fait de montrer qu'on fait usage précisément des moyens qui nous sont donnés, y compris coercitifs, n'est peut-être pas une mauvaise chose dans la mesure où la nécessité s'exprime sur ces questions. Merci pour votre réponse. Il est 17h, donc il me reste à vous remercier également pour le temps que vous avez consacré à la représentation nationale. Vous dire également que nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire que vous souhaiterez porter par écrit à Madame la rapporteure, notamment qui vous a transmis un questionnaire. Si vous voulez, je peux... 2 minutes. Vous autorisez un dépassement d'une minute si M. Foucard a une question. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, j'avais une question, parce qu'on voit à travers les différentes auditions qu'il y a une urgence pour les mineurs. Donc, comment voyez-vous, de quelle manière pouvons-nous appliquer les futures recommandations qui seront faites au niveau européen? Et voilà, quels sont vos conseils pour que la Commission soit réactive à tout ça? D'abord, je rappelle que l'ARCOM est compétente et je crois qu'il faut vraiment... Vous avez beaucoup de contacts avec l'ARCOM. L'ARCOM fait partie précisément de ce board et l'ARCOM est le pilier aujourd'hui en France, donc qui va être l'interlocuteur et également la capacité de voir ce qui se passe, d'agréger l'information et de la partager, y compris lorsqu'elle a des dimensions européennes, dans le cadre du board là, dont je parlais tout à l'heure. Donc je crois que vraiment, je sais que l'ARCOM coopère très bien avec l'ensemble des institutions européennes dans le cadre de ce board. Maintenant, moi, évidemment, je ne me permettrai pas de donner de conseils à qui que ce soit et à quiconque, mais voilà, il y a un contexte politique, évidemment, un contexte géopolitique que tout le monde connaît. Je crois qu'il faut faire abstraction entre le contexte géopolitique, notamment celui dont on parle beaucoup en ce qui concerne les tarifs douaniers aujourd'hui, et puis l'application des lois qui ont été votées par notre démocratie, parce que notre démocratie, et vous en êtes les acteurs, et vos collègues au niveau européen également, ont décidé que c'était important d'agir pour protéger, en particulier sur TikTok, nos enfants. Donc c'est deux choses différentes. Et je crois que le pire, me semble-t-il, serait d'accepter de rentrer dans je ne sais quel type de négociation. J'ai pu le lire ici ou là, comme vous. Réduction des droits de douane contre quoi? Contre le fait qu'on revoie certaines lois qui ont été votées. Si on rentrait dans ce terrain-là, sur ce terrain-là,
m'arrêter car je vais sortir de mon champ de compétences. Mais à mon avis, ça voudrait dire que notre intégrité territoriale est à vendre, et notre intégrité démocratique aussi. Alors ce serait un tout autre projet pour nous en Europe. Merci, monsieur le commissaire. Permettez-moi d'indiquer à la commission que madame la rapporteure et moi-même nous rendrons à Bruxelles pour rencontrer les services de la commission mercredi 4 juin prochain.